Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kozak. Kozak, comment vas-tu? Ça va nickel et toi? Ouais, ça va super bien, merci. Je suis ravi de t'avoir Au top. sur le podcast. Vraiment, tu es Eh ben, un préparateur. ravi- je suis ravi aussi d'être sur ce podcast. Tu es un préparateur physique que je suis depuis, je ne vais pas dire tes débuts, mais j'ai suivi une partie de la préparation que tu as pu faire. Je voudrais que tu te présentes pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore sur After Fight. Alors, prénom Zakaria, plus connu sous le nom de Kozak, hein. Depuis le début, j'ai commencé la prépa physique sous le nom de Kozak. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour me présenter? Préparateur physique de base, pur et dur, simple. J'ai commencé. Tu veux que je te fasse mon cursus? Tu veux que je te parle un peu de mon passif? Alors, c'est Rapide. simple, à l'INSEP. J'étais à l'INSEP, j'ai fait ma licence sportive là-bas, j'ai fait mon master là-bas. En parallèle, j'ai eu la chance de pouvoir j'ai eu la chance d'avoir eu la confiance de Fernand Lopez, donc du MMA Factory, qui m'a rapidement en fait mis dans le jus en tant que préparateur physique dès mes débuts en fait. Donc je me suis rapidement occupé du athlète. Au début, c'était des athlètes amateurs, après c'est passé à athlète professionnel. Donc ça m'a rapidement mis dans le jus, sachant que c'était mon tuteur aussi à l'INSEP. Voilà, j'allais te demander comment s'est fait la collab. Et c'est pour ça Voilà. que du coup, tu as été dans les sports de combat. Alors voilà, exactement. En fait, j'ai été le premier gars à l'INSEP à avoir eu sa licence d'entraînement, donc d'entraînement sportif, STAPS, mention MMA. Parce que tu as le choix quand tu fais tes licences de prendre des spécialités. Et vu que le MMA, c'était pas encore légalisé, moi, je suis tombé dans l'année charnière où il y avait la ministre des Sports qui avait commencé à faire des pourparlers. Donc Fernand Lopez était sur le coup. Donc moi, en fait, quand je suis rentré cette année-là, j'avais choisi la mention MMA. Et donc, du coup, ça a matché très vite avec Lopez. Sachant que j'avais aussi un tuteur à l'INSEP qui était l'ancien tuteur de Fernand Lopez à l'INSEP. Donc, en fait, c'était un peu. La corrélation, elle s'est fait super rapidement, tu vois. Genre, ça a un peu coulé de source. Donc quand je suis venu quand je suis venu pour faire ma licence, passer mention MMA, Lopez a vu mon background. Ça a rapidement matché entre moi et lui. Et donc, step by step, j'ai commencé à m'occuper des mecs de la factory. En fait. Et qu'est-ce que ça fait d'aller justement arriver au MMA Factory et parce que c'est la meilleure salle j'ai envie de dire, de préparation physique en France. C'est là où il y a les meilleurs combattants. Est-ce que ça a été facile à toi d'arriver sorti de l'école et de dire faut faire comme ça, comme si? Alors, Explique-nous. je vais te dire, avant d'aller voir Fernand Lopez, etc., moi déjà, c'était en quelle année? C'était en 2016. Ouais, 2016. Donc, tu as vu, le MMA, c'était pas. Ça a commencé, mais c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. Et moi, je me la tué aux vidéos karaté Bushido, tu vois, je me la tué aux vidéos que Fernand Lopez il faisait dans les débuts de Francis Ngannou, tu vois. Ouais, du crossfight et tout, là. Fight, etc. Et je me suis Ah. dit, c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Je voyais l'engouement qu'il commençait à avoir pour ce sport. Parce que tu sais, t'as deux types de personnes. Quand tu parles de MMA, t'avais deux types de personnes. Là, ça commence un peu à changer. T'avais le mec qui était là en train de dire ah ouais, mortel, etc. C'est chambé, genre c'est un truc de fou. Genre, tu te rends même pas compte. Tu discutes avec lui, le mec il dit mais tu te rends même pas compte de la complexité de ce sport. Il y a toutes les règles en fait des différents arts martiaux. Et t'as le deuxième mec qui dit franchement, c'est n'importe quoi. C'est de la bagarre de rue. C'est l'époque des gladiateurs revenus revisités, etc. Donc moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, franchement, moi, le MMA, ça me branche bien, tu vois. Ça me branche bien. En tant qu'entraîneur, en tant que préparateur physique, j'aimerais bien m'orienter vers ça. Et je me suis dit, CrossFight, MMA Factory, c'est là-bas que ça se passe. Clairement, en France, c'est MMA Factory. En 2016, en 2017, il n'y avait même pas à parler. Tu parlais d'MMA, c'était MMA Factory. Donc, du coup, je suis tout simplement allé toquer à la porte du MMA Factory. Tu vois. J'ai eu plusieurs entretiens avec Fernand Lopez. Et comme je t'ai dit, ça a rapidement matché en fait. Ça a rapidement matché. Entre-temps, j'étais à l'INSEP. Donc,
j'étais avec son ancien tuteur. Lui, il m'a dit, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'aussi je récupère aussi une partie du tutorat. Donc en fait, j'avais Fernand Lopez et j'avais son ancien tuteur. Bref, on était dans un bête de mood. Et le MMA, il commençait à faire ça, tu vois. Donc en fait, c'était vraiment les débuts où ça commençait à faire ça, tu vois. Mais quand je suis arrivé à la Factory, je me suis dit, waouh, genre là, j'ai une chance qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, tu vois. Et je me suis dit, bah écoute, on est là, on va casser le game, hein. On va tout donner et on va voir ce que ça va donner, tu vois. Ce qui est beau, c'est de voir quelques années plus tard, entre guillemets, l'ampleur que ça a pris les MMA en France. Il y a beaucoup plus de personnes qui suivent, il y a beaucoup plus d'engouement pour ça, il y a beaucoup plus de personnes qui souhaitent pratiquer. En parallèle, quand je suis arrivé à la même Factory, en plus de faire la préparation physique, vu que j'avais aussi mes diplômes d'entraîneur, on avait convenu avec Fernand de mettre en place avec Samir Faidine, je pense que tu connais, qui est aussi de Marseille d'ailleurs, il est originaire de Marseille. Ça, je savais pas. avec Samir Faidine et avec Fernand Lopez, de mettre en place la section Kids. Parce que quand tu mets en place une section Kids, indirectement, tu vas faire changer un peu les paroles extérieures. Ça veut dire que les parents, ils ont fait face à deux choses. Ils ont fait face à le MMA, c'est n'importe quoi. Genre, c'est vraiment un sport de brut, etc. Mais ils ont aussi fait face à l'engouement des jeunes petits qui rentrent de l'école et qui disent, ouais, papa, maman, le MMA et tout, c'est trop bien. Nanana. Donc, nous, on a pris ce créneau-là de MMA Kids avec toute la pédagogie qui était associée pour vraiment montrer, en fait, aux parents et à la populace que le MMA, il y a des règles, que le MMA, c'est pas du tout ce qu'on peut voir, en fait, de premier abord. C'est aujourd'hui, je te le dis et je l'assume, c'est aujourd'hui un des sports, entre guillemets, les plus sûrs des sports de combat. Ça veut dire que, je vais te donner un exemple, la boxe anglaise. La boxe anglaise, entre guillemets, tu peux dans le même combat prendre peut-être 3, 4 commotions. Tu vois, tu te prends un knockout, tu tombes, t'es tapis, l'arbitre il compte. 3, 4, ok. Tu te relèves, ok. Le rugby, on parle du rugby. Le judo, on est sur des douleurs sourdes. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi le MMA aujourd'hui il a cette entre guillemets cette image de c'est n'importe quoi, c'est trop violent. Parce qu'en fait, les coups vont être entre guillemets principalement réalisés sur des zones du corps qui vont être hautement vascularisées. Tu vois, l'arcade, les lèvres, ça va rapidement saigner en fait. Tu vois. Mais au judo, je te mets une souplesse. Je te mets comment ça s'appelle, je te mets un Ushimata, tu tombes sur les cervicales. Tu as une hernie discale. Tu peux plus marcher. Tu vois, ça se voit pas. Il n'y a pas de sang. Tu comprends ce que je veux dire? Et y a eu... Je comprends. Voilà. Et il y a eu aussi, il faut savoir une chose. Bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas. Mais il n'y a pas de langue de bois. Il faut savoir que pourquoi le MMA il a mis autant de temps à être légiféré en France, c'est parce qu'il y a eu un gros veto de la fédération de judo. Parce que la fédération de judo, elle voyait ses licenciés tomber comme ça. Le MMA, il arrive, il va récupérer, il va rafler tout ça. Donc, la peur du judo de dire, attends, il y a cette discipline qui arrive, c'est dangereux pour nous. L'ironie du sort, c'est quoi? C'est que quand le MMA il a été légiféré, je ne sais pas si tu sais, la commission, il y a une commission pour voir quelle fédération allait récupérer la fédération des MMA. Et ben, le judo faisait partie des premières fédérations à dire ok, on est chaud pour prendre, etc. Alors que c'était les premiers, entre guillemets, ennemis de cette légalisation du MMA en France. Incroyable. Ouais, impressionnant. Mais justement, tu parlais que le sport, le MMA, c'est le sport de pied-point le moins violent. Mais moi, quand j'essaie justement d'en parler autour de moi de ce sujet-là, et que par exemple, je peux montrer un combat, tu vois, quand il y a des phases de ground and pound, va expliquer à quelqu'un
tu vois, que c'est pas un sport violent. Alors après, je suis d'accord parce que les percussions, c'est ciblé sur le corps. Donc, par exemple, tu disais la boxe anglaise, tu vas moins frapper la tête. Au MMA, c'est plus ciblé sur plusieurs parties du corps. Donc, il y a des combattants qui arrivent à terminer les combats aussi de façon sans prendre de coups. On a pu voir Khabib, on voit Khamzat, enfin, et j'en passe, des combattants qui arrivent à justement finir un combat sans saigner. Mais comment tu vas expliquer à quelqu'un un grand and pound, tu vois, ou de stress que quand le combattant il tombe KO, je pense à, tu vois, Ngannou quand il a tapé Stipe Miocic au sol, ou je pense à Masvidal quand il met le fly knee là à Ben Askren et qu'il lui en rate deux, les super nécessaires. Comment tu arrives à expliquer ça justement? Tu réponds à quelqu'un, lui dire, bah en fait, c'est pas violent à ce point-là, parce que moi on m'a dit, mais pourquoi on le tape encore au sol, tu vois? Alors, regarde, moi, je vais te dire Je voulais ton simplement. point de vue. Ouais. La règle du MMA, c'est qu'à partir du moment où tu fais ascenseur -1, ça veut dire à partir du moment où je te mets un coup, tu es sonné, tu tombes par terre, l'arbitre, il va stopper. Tu vois. Dire que ça va continuer, entre guillemets, dans le feu de l'action, mais ça va pas, il n'y aura pas plus de 2-3 coups de plus que quand tu vas tomber. C'est impossible. L'arbitre, il stoppe direct. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'aime bien ta remarque par rapport à ce que tu dis sur le ground and pound. Parce que c'est vrai, en fait. C'est, attends, mais t'es un ouf. Comment tu peux dire ça alors que le mec, il est au sol, tu peux continuer à frapper et tout. Je vais te parler pour te répondre. Je vais te parler un peu de biomécanique. Et tu vas comprendre rapidement ce que je vais dire. On est debout, d'accord? Je suis debout. Je te mets un coup de poing. Je vais te mettre un coup de poing debout. Je vais te mettre un jab debout, d'accord? L'amplitude de mon coup de poing, elle va être beaucoup plus grande. Le transfert de force, toi-même, je pense que tu fais des sports de combat. Tu as déjà fait de la boxe anglaise. Tu sais que quand tu balances ton jab ou tu balances ton cross, la puissance, elle vient d'où? Elle vient des hanches. Elle vient du bas du corps. Donc, je suis debout, j'ai mes appuis au sol. Je te fais un transfert de force sur mon bras, je te tape, je te punch. OK? Ça, c'est debout. Quand je suis au sol, l'amplitude, elle est réduite de plus de 50%. Il n'y a pas de transfert de hanche. Ça veut dire que réellement, si on doit être amené à parler scientifiquement, les coups qui sont mis au sol, ils sont quasiment 50% moins forts, moins puissants que les coups qui sont mis debout. D'où le fait de dire le ground and pound. Et alors, il n'y a pas l'amplitude qu'il y a quand ils sont debout. Prends un coup de poing avec cette amplitude-là, qui part comme ça, dehors. Tu vas comprendre ce que c'est. Tu vas tomber direct. Je te mets un coup de poing au sol. Alors, à moins que tu aies la force de Ngannou, mais la vérité, tu ne vas pas me sonner. Je vais me protéger, tu ne vas pas me sonner. Tu comprends? Ça veut dire Ouais, je que comprends. on n'a jamais vu un ground and pound qui s'est fini sur un coup. Par contre, on a déjà vu un combat qui s'est fini sur un coup de poing. C'est pas la même puissance. C'est pas le même transfert de force. Tu vois? Ça, c'est. En parlant biomécaniquement, la réponse, elle est simple. Quand tu es au sol, tu diminues de 50% tout. La puissance est diminuée de 50%. L'amplitude est diminuée de 50%. Donc, automatiquement, ça ne va pas faire le même effet. Tu vois? Sachant en plus une chose, c'est quoi? C'est que quand tu es debout et que tu balances ton coup de poing en boxe anglaise, quand on reconnaît, là, je vais te donner comment s'appelle un avis d'entraîneur, c'est que comment est-ce qu'on reconnaît un athlète de haut niveau? On reconnaît un athlète de haut niveau avec sa capacité à être souple sur 90% de son mouvement et ferme, dur sur les 10 derniers pourcents. Ça veut dire qu'un boxeur, quand il va balancer son jab, sur 90% de son mouvement, le 90 premiers pourcents de son mouvement, il va être relâché. Et sur les 10 derniers pourcents, bah, c'est là où il met l'impact. Ça, c'est un mec qui est, entre guillemets, haut niveau. Les mecs débutants, intermédiaires, durs, ils vont être très, très rigides. Ça, tu l'entends souvent en boxe. Sois plus souple. En lutte, relâche-toi. Parce que c'est ça, les athlètes de haut niveau, là, ils ont cette possibilité, cette capacité-là de produire un haut taux de force avec un état de relâchement au départ qui est oufissime. Alors, quand tu es en bas, quand je suis en grand and pound, tu peux m'expliquer à partir de où la puissance est similaire à celle que quand je suis debout? C'est impossible. Tu ne pourrais jamais l'avoir, tu vois. Donc, voilà. Moi, c'est la réponse que je donne à des personnes qui me disent « Ouais, ground and pound, gros, ground and pound, tranquille. Tranquille. La puissance est diminuée de malade. C'est juste que, comme je le répète encore et je le répéterai toujours, le MMA, ça choque,
parce que c'est avec des mitaines, donc que les impacts vont être directement, entre guillemets, tranchants sur les zones hautement vascularisées. Mais ça reste un des sports les plus sécures, parce que quand tu prends un ascenseur -1, c'est stoppé, et que quand tu prends un vrai KO, sache une chose, c'est que derrière à l'UFC ou derrière les gros organes, il y a IRM, staff médical, tu ne peux pas revenir aussi vite au fight que... Genre, en gros, quand tu prends ton KO, tu ne vas pas fighter dans un mois. D'accord? Ouais, Le médecin, il y a un délai, ouais. il va te dire, tu as 6 mois, 7 mois où tu fais rien. Pour moi, c'est un des sports de combat les plus sécures. De nos jours, en tout cas, parce qu'en même temps, il est arrivé tard. Ça veut dire qu'il est, entre guillemets, à la pointe des dernières technologies. Il faut que tu vois, en fait, quand tu vois, tu comprends, en fait. Tu vois la boxe anglaise, ce que c'est, tu te dis, mais waouh. Tu vas voir, comment ça s'appelle, certaines compétitions d'autres sports de combat, tu vas dire, waouh, tu vois. Non, tranquille. MMA, c'est juste que quand tu vois, tu te dis, il y a beaucoup de sang, etc. Mais en vrai de vrai, c'est safe, mon gars. Après, Ouais. c'est sûr que c'est pas comme la natation. Bien sûr. Voilà. Mais ça reste safe. Quand j'interviewe des combattants, je leur demande s'ils ont des combattants qui les ont inspirés. Tu vois, je voulais te demander, est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont inspiré et pourquoi avoir eu envie de coacher, justement, d'être préparateur physique? Alors, moi, la vérité, comme je t'ai dit avant de faire préparateur physique, etc., je regardais beaucoup les vidéos de karaté Bushido et je lisais pas mal sur Fernand Lopez. Il faut savoir que Fernand Lopez, il a un gros background quand même dans l'entraînement. Les gens, ils peuvent critiquer Fernand sur plein de choses. Mais Fernand, il a un œil de l'entraîneur que j'ai encore jamais vu quelqu'un avoir cet œil-là. Ça, c'est une certitude à 1500%. Ça veut dire que c'est un mec, s'il te regarde, il va pouvoir discerner très très rapidement ce qu'il faut bosser, ce qu'il faut laisser. Il va pouvoir entre guillemets, il va te donner le meilleur chemin à suivre pour t'optimiser. Et là, on revient à la définition de ce que c'est l'optimisation. L'optimisation dans l'entraînement, parce que c'est ça, en tant qu'entraîneur, nous, notre métier, c'est d'optimiser les résultats. Et la définition d'optimiser, c'est faire au mieux avec les ressources qu'on a. Ça veut dire que moi, demain, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, un athlète, il me dit, Zach, j'aimerais bien que tu me prépares pour les mondes. J'ai 3 ans. Ok, cool. J'ai une grosse ressource. J'ai accès à ça. Il y a un mec qui vient me voir, il me dit, écoute, Zach, je dois préparer le Grand Prix de Muay Thai, j'ai 1 mois et demi. Déjà, tu as vu? Ça change. Moi, mon métier, c'est d'optimiser. C'est-à-dire que je dois faire au mieux avec ce que j'ai. Les ressources temporelles, le temps, les ressources matérielles, etc., etc. Donc moi, là, je vais dire la vérité, Fernand Lopez, il m'a pas mal... je regardais pas mal Fernand Lopez. Après, je lisais énormément aussi de mon côté. C'est-à-dire que j'étais beaucoup dans l'autodidactisme, entre guillemets. Je lisais énormément sur la préparation physique. Je lisais pas mal d'articles, etc. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que quand je suis arrivé au MMA Factory, on avait un staff où, entre guillemets, tu avais déjà des grosses pointures françaises. Tu vois. Là, dans la préparation physique, je vais te donner aussi Smart Fight. Je vais te dire Nicolas Haute, tu vois. Ouais, justement, que j'ai eu sur le podcast déjà. Ouais, Nicolas Haute, c'est une pointure. Il me semble que tu étais. Dis-moi. Tu étais en même temps à MMA Factory, il était là. Voilà, on était en même temps à MMA Factory, tu vois. Donc, Nicolas Haute, un mec avec qui j'ai pu échanger plein de fois, c'est pareil. C'est une pointure de la préparation physique. Il sait de quoi il parle. Tu vois. Donc, entre guillemets, quand tu grandis dans ce genre d'endroit, de ce genre de place, en fait, tu as vu, c'est un marché aux connaissances. Paf, paf, tu prends. Et entre guillemets, moi, en tout cas, la version que j'ai de l'entraînement et de ce que mes tuteurs m'ont enseigné d'entraînement, et tu t'entendras pas mal d'entraîneurs dont je viens de citer le nom qui diront pareil, c'est que en tant qu'entraîneur, on ne crée pas un champion. On n'est pas créateur d'un champion. C'est pas nous qui créons un champion de pleine forme, en fait. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place le meilleur écosystème pour que la performance ça puisse éclore. Ça veut dire que tu vas avoir des mecs
c'est des champions innés. Les mecs, ils sont trop forts. Mais viens le mettre dans un écosystème pourri, jamais de la vie, il va éclore. Puis tu vas voir des mecs, c'est pas des champions innés. C'est des mecs qui ont énormément de lacunes. Mais ils vont être dans un écosystème qui va être tellement propice à la performance qu'ils vont sortir au fur et à mesure du temps des mecs super performants. Tu vois? Et ça, c'est la définition de l'entraînement. La vision d'entraîneur, en tout cas. Tu vois? La vision d'entraîneur que moi j'ai, que pas mal de personnes de mon entourage ont la même d'ailleurs. Parce que tu peux pas dire, je suis entraîneur, c'est moi qui ai créé un tel, c'est moi qui ai fait un tel. Non, non. Tu as mis en place l'écosystème pour permettre à ce mec-là de pouvoir sortir de la meilleure des manières, entre guillemets, tu vois. Il y a plein de mecs hein, comme ça, j'ai plein de noms. Hein. Quand je suis arrivé à la factory, tu flippes, tu vois. Il y a plein de noms qui sont passés à la factory. Il y en a qui sont montés, il y en a qui ne sont pas montés, tu vois. Il y a l'histoire, dans ce sport, il y a aussi l'histoire du management qui rentre en jeu, comme dans le football, comme dans plein de sports. Le management aussi, ça fait partie de cet écosystème, mon gars. C'est-à-dire que tu peux être super fort, super performant, tu tombes sur les mauvais managers, t'es mort, tu vois. Et justement, tout à l'heure, on parlait de Fernand Lopez, toi qui, justement, lui, il est entraîneur. Il me semble qu'il fait de la préparation physique. Enfin, lui, vraiment, il a la casquette de tout faire. Et j'imagine que tu respectes encore plus ça. Enfin, comment tu vois ce. C'est énorme quand même d'arriver à autant avoir de casquettes, non? Justement. Oh, il dort pas. Oh, il dort pas, Lopez. C'est un ouf. C'est un ouf. C'est très fort. Parce que justement, tu n'as jamais pensé à essayer de faire ne serait-ce que le quart de ce qu'il fait? Parce que j'imagine qu'en tant que préparateur physique, de voir quelqu'un qui arrive à autant faire de choses, tout ça, c'est une inspiration et ça donne peut-être envie de dire, bah, écoute, moi, je ne suis pas que préparateur physique, je peux arriver à être manager, je peux arriver à faire ça, je peux arriver à faire ci. Alors, moi, je suis très, entre guillemets, j'ai une vision personnelle qui est très unitaire. Je suis binaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me dis, je fais préparateur physique. Par contre, il faut que je sois le meilleur. Par contre, il faut que ma discipline, je sois un expert. Tu te formes encore aujourd'hui? Je me forme tous les jours. Je te le dis de yeux dans les yeux. Je suis un grand ignorant. Je suis un grand ignorant de la préparation physique. Ça évolue tous les jours, mon gars. Si un jour, mon gars, tu as un mec en face de toi qui dit j'ai arrêté de me former, etc., fuis, pars. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On est à la recherche de la science jusqu'à notre mort, mon gars. Ça veut dire que jusqu'à la fin, on va apprendre des nouveaux trucs. Jusqu'à la fin, on va voir des nouvelles choses. Et en tant que préparateur physique, il y a un truc qui est fou. Et en tant qu'entraîneur, c'est que ce qui a marqué dans les livres, c'est bien. Mais sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça, mon gars. Ça veut dire que tu as l'expérience de terrain qui vient se mixer avec les cours magistraux que tu as pu avoir, avec les articles que tu peux lire, etc. Et à la fin, en fait, tu vas te faire ta propre idée sur la préparation physique. C'est-à-dire que tu vas faire, entre guillemets, tu vas avoir ton propre dogme. Il y a différentes écoles dans la prépa physique. Tu vois. Il y en a qui vont être plus axés sur la force athlétique, il y en a qui vont être plus axés sur l'haltérophilie, il y en a qui vont être plus axés sur le mouvement, etc., etc. Et à la fin, en fait, c'est ton expérience personnelle qui va faire que tu vas te créer ton propre dogme. Tu vas penser que c'est la meilleure manière pour pouvoir arriver à la bonne finalité. Sauf qu'il y a des athlètes avec qui certaines écoles, elles ne vont pas matcher. Ça veut dire que tu peux tomber sur des athlètes, bah, ça ne va pas marcher. Parce que il va pas être dans ton délire. Il va dire non, c'est mort, moi, je peux pas. Trop dur. Ou il va dire non, c'est mort, c'est trop simple. Ou non, ça me convient pas. Etc. etc. C'est pour ça qu'on a des combattants qui changent de gym, quoi. Exactement, tu vois. C'est que il a pas trouvé son. Ils n'ont pas trouvé leur compte. Soit ils n'ont pas trouvé leur compte, soit il y a aussi beaucoup de combattants qui, malheureusement, de ce que j'ai pu voir de mon expérience personnelle, en fait, ils veulent pas que tu leur donnes ce qu'ils ont besoin, mais ils veulent que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Tu comprends? Ça veut dire que
Tu viens me voir, tu me dis, je veux ça, 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 ça. Moi, je te dis, ok, pas de problème. En tant que préparateur physique, je sais qu'il y a une planification à mettre en place. Il y a des étapes à mettre avant d'autres étapes. Mais il y en a qui veulent brûler les étapes. Il y en a qui n'ont pas la patience. Il y en a qui en ont jamais fait. Il y en a qui en ont fait, mais ils en ont gardé un mauvais souvenir. Il y en a qui en ont fait avec d'autres personnes. Et au final, ils se rendent compte que ils en ont jamais réellement fait, etc., etc. C'est super complexe. Le domaine de l'entraînement, c'est super complexe. Et je vais te donner aussi un avis personnel. C'est qu'en tant qu'entraîneur, nous, on est censé connaître au mieux la physiologie, d'accord, du corps humain. On est censé connaître au mieux les méthodes qui permettent d'arriver à nos finalités le plus rapidement possible. D'accord. Mais en tant qu'entraîneur, il y a plein de sphères qu'on ne maîtrise pas. Ça veut dire que, je vais te donner un exemple. En tant qu'entraîneur, tu es un peu un joueur de poker. Parce que tu peux mettre tout en place. Genre, max. Tout est max. Et je vais te dire une bêtise. Ton athlète, il divorce. Allez hop. Ton athlète, il divorce avec sa femme. Eh bien, tout ce que tu as fait, en un clin d'œil, ça tombe à l'eau. En un clin d'œil. Pourquoi? Parce que ça a touché à la sphère psychologique. Ouais, j'allais dire le psychologique peut. Et cette sphère psychologique, on n'a pas de moyen de quantifier la charge. Ça veut dire qu'en tant qu'entraîneur, tu as déjà sûrement entendu parler de quantification de quantité de travail. Voilà, ou avec nos athlètes, je sais pas, on bosse avec des échelles de bord. Chaque entraînement, on leur dit voilà, vous vous sentez à combien, de 0 à 7, ou comment vous vous sentez sur ça, en faisant comment on s'appelle des QCM, etc. On a à peu près, tu vois, à peu près la possibilité de voir la quantité de charge d'entraînement qu'on leur met dans la semaine. Et on peut moduler, tu vois, en fonction de leurs sensations. Mais la charge psychologique, mon pote, qu'est-ce qu'on en sait, nous? Qu'est-ce qu'on en sait? Tu vois, le mec qui vient, il dit ouais, je suis bien, mais tu sais qu'il est pas bien. Puis après, il dit ouais, c'est vrai, je suis pas bien. On fait comment? Tu vois? Ou le mec Là, qui c'est vient, plus au préparateur mental, du coup. ah, là, c'est au préparateur mental de prendre le relais. Ou au préparateur physique, ou même à l'entraîneur, parce qu'il faut savoir que l'entraîneur, comme tu as dit, il a plusieurs casquettes. En fonction de la relation de confiance qu'il a avec cet athlète-là, d'essayer de résoudre le problème. Tu vois? C'est-à-dire que tu as une relation de confiance avec l'athlète. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Parce qu'en fait, si tu es en mode cours de maths, faites l'exercice 5 et à la semaine prochaine, en fait, ok, mais tu vas pas aller loin. Il y a une relation qui doit être créée avec le mec, tu vois. Avec l'athlète, avec qui il y a une sorte de synergie. C'est comme ça que les mecs, ils vont. C'est quand il y a ce truc-là, tu vois, le fluide. Désolé, mon gars. Tu vois, quand il y a le fluide quand il y a le fluide entre les deux mecs, bam, ça passe. Le courant, il est passé, le mec, il comprend. Toi, t'es pas que dans le, entre guillemets, dans le fait de dire fais ça, fais ça, fais ça. Non, tranquille. Tu fais ça, tu discutes avec le gars, tu lui expliques pourquoi il fait ça. Il y a une relation qui se crée. À partir de ce moment-là, tu peux essayer de gérer, tu vois. Par exemple, moi, je bossais avec certaines méthodes. Moi, j'aime bien bosser avec la fréquence cardiaque. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fonction de la fréquence cardiaque que tu as, je sais à peu près l'état physiologique dans lequel tu es. Parce que le cœur, il ment pas. Tu vois. Ah, si tu stresses, si tu pas bien, si t'es trucs. Si je vois que tu as l'habitude d'être à 55 BPM au repos, qu'un jour tu viens me voir à la prépa et que tu es à 75, il y a un problème. Et tu peux pas me mentir. Tu comprends? Donc voilà. Après, il faut essayer de mettre en place les outils qui te permettent de. Mais la charge psychologique, mon gars, on n'a aucune. Pas quantifiée. Donc en fait, on est un peu des joueurs de poker aussi. Et toi, tu es spécialisé uniquement dans la préparation physique. Est-ce que la préparation mentale, c'est quelque chose que tu as essayé de faire ou pas du tout? Et la nutrition aussi, je voulais te demander. Est-ce que tu es qualifié dans ces domaines-là ou vraiment, je rejoins ce que tu me disais tout à l'heure, toi, tu essaies d'être le meilleur dans ton domaine? Alors moi, j'ai des qualifications dans la nutrition. C'est-à-dire que j'ai ces compétences-là. Dans la préparation mentale, je me forme. J'ai eu des cours.
Mais je n'ai pas un master d'expert dans la préparation mentale. Par contre, les mecs qui sont passés chez Kozak, ils diront que les séances de prépa physique, c'est des séances de préparation mentale. Voilà. Je capte. Mais moi, Je capte. pour le coup, vraiment focus, préparation physique pure et dure. Réhabilitation. Je fais aussi de la réhabilitation. Donc, des fois, il y a des kinés qui me font des passes avec certains athlètes où je m'occupe de faire la rééducation, etc. C'est mon domaine de prédilection. Le reste, je lègue. Et ce que tu disais pour Lopez, c'est qu'il a toutes ses casquettes, mais il faut savoir qu'il lègue énormément. La préparation mentale, à la fin, c'est légué. La préparation physique, c'est aussi légué, tu vois. En ce moment, dans le pôle préparation physique à Factory, il y a Hugo. Je ne sais pas si tu connais Hugo, Maroto. Non. Non. Ok, il y a des mecs qui récupèrent le flambeau de la préparation physique. Il y a des mecs qui ont le flambeau ouais, de la je connais Ryan, je crois. Ryan Gillette. Voilà, Ryan Gillette. Il y a des mecs qui récupèrent comment ça s'appelle, tout ce qui va être attrait à la récupération, etc., etc. Parce que tu peux pas tout faire. À un moment donné, même si tu as les compétences de tout faire, tu peux pas tout faire. Tu es obligé de léguer. Donc moi, non, pour revenir à ta question, moi, c'est préparation physique pure. Ça va. C'est strength conditioning. Super. Et du coup, si tu devais, tout à l'heure, tu m'as dit pour toi, ta vision de la préparation physique, c'est l'optimisation. Si je dois retenir, est-ce que toi, tu as autre chose à ajouter ou c'est uniquement. Alors, pour moi, je vais te donner la définition que je donne à tout le monde. La définition, ce que je donne pour la préparation physique, qui n'a rien à voir avec la musculation. Et ça, c'est vraiment un point, il faut qu'on le souligne, il faut qu'on le mette bien comme il faut. Un coach sportif n'est pas préparateur physique. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui a un BP en musculation, en plateforme, etc., c'est pas un préparateur physique. Un coach. Un préparateur physique, c'est quelqu'un qui va avoir les compétences de pouvoir développer certaines qualités physiques, la souplesse, l'endurance spécifique, la force, la puissance, avec des transferts spécifiques pour la discipline. C'est une science. Ça veut dire que malheureusement en France, c'est entre guillemets un métier que tout le monde peut s'accaparer. Ouais, je suis préparateur physique. Je suis éducateur sportif, je suis préparateur physique. Ok, ça va passer avec les mecs qui ne savent pas ce que c'est la préparation physique. Mais tu ne pourras jamais éduquer un préparateur physique. Préparateur physique, c'est une spécificité. Un coach en musculation, c'est une spécificité. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, la définition que je donne de l'entraînement, moi, c'est l'entraînement, c'est ce qu'on appelle une désadaptation. C'est un stress que tu fais. C'est-à-dire que tu as ton état physiologique, il est là. D'accord? Là, au niveau de mon front. Ça, c'est quand tu t'arrives à l'entraînement. Ok? Là, tu es là. Je vais t'entraîner, je vais créer un stress sur ton corps. Ça peut être un stress métabolique, un stress mécanique, ce que tu veux. Qu'est-ce qui va se passer? Ton état physiologique, il va descendre. Parce que je vais casser de la fibre, parce que je vais aller détruire comment ça s'appelle, certaines gaines, etc. Donc, ton état physiologique, après, il descend au niveau de mon pectoral. Il y a une baisse qui se fait. Des adaptations. Ça, c'est la définition d'entraînement. Et qu'est-ce qui se passe après? Si tu récupères bien, si tu as un bon sommeil, si tu as une bonne nutrition, eh ben, tu as une réadaptation à un cran supérieur. C'est-à-dire qu'au début, tu étais là, tu es entraîné, des adaptations, et puis après, tu vas te réadapter, et hop, tu vas être au-dessus de ma tête. Ça, c'est la définition d'entraînement. Ça veut dire que tu vas venir, tu vas tamponner ton corps, il va faire ah. Si tu récupères bien et que tu manges bien, la prochaine fois, ton corps, il va se construire pour que si tu lui fasses la même chose, il ne va plus être ça, c'est la définition d'entraînement. Ça veut dire que tu vas avoir des mecs, par exemple, ils vont s'entraîner, ils ne vont jamais récupérer. Bah, en fait, leur état physiologique, il était là, et à la fin, il va se retrouver là. Tu comprends? D'où l'importance de cette sphère-là de entraînement, récupération, nutrition. C'est un peu une triade. C'est un triangle, c'est une pyramide. Si tu as entraînement, tu n'as pas nutrition, tu n'as pas récupération, il n'y a rien. Tu as entraînement, tu as nutrition, mais tu as un sommeil éclaté, je peux te dire que tu vas vite tomber dans les blessures.
Donc, la définition d'entraînement, c'est ça. Préparateur physique, c'est quoi? C'est essayer d'atteindre, entre guillemets, l'état escompté. Donc, l'athlète, il vient de voir, il dit, moi, j'ai besoin de ça, 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 ça. L'objectif, c'est d'avoir des adaptations, réadaptations, des adaptations, réadaptations, le plus vite possible pour atteindre l'objectif. Ça, c'est la définition du métier de préparateur physique. Tu viens me voir, tu me dis, Zach, j'ai besoin de développer ma force. T'as combien de temps? 2 semaines. C'est mort, rentre chez toi. En 2 semaines, tu peux rien faire. Zach, j'ai besoin de développer ma force. Ok, t'as combien de temps? 2 mois. Ok, viens. En 2 mois, il faut que je te fasse prendre 20% de force. Comment est-ce que je vais faire? Il faut que je crée, entre guillemets, le contexte le plus apte à pouvoir permettre cette finalité-là. D'accord? C'est-à-dire que, en tant que préparateur physique, moi, je suis un vendeur de méthode. Je vends de la méthode. Tout marche, tu as vu? Je te dis, fais 20 pompes, ça marche. Ça va marcher. Je te dis, fais 30 pompes, ça va marcher. Je te dis, fais 100 pompes, ça va marcher. Je te dis, fais 5 pompes, ça va marcher. On s'en fout de ça marche. En tant que préparateur physique, nous, on s'en fout que ça marche. On n'a pas 1 an, 2 ans. Nous, on veut que ça marche le plus vite possible. Je suis un peu mécano. On est mécanicien. Les préparateurs physiques sont des mécaniciens. Tu vas voir le mécano et tu lui dis, j'ai besoin de ça, 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 ça. Sauf qu'on fait de la mécanique de précision. On est dans les, entre guillemets, dans les maisons Mercedes, BMW, McLaren, Porsche. OK? Là où un mec lambda, il va venir te voir, j'ai envie de perdre du poids, j'ai un gros bide, j'ai envie de perdre mon bide, j'ai envie de prendre du muscle. Là, on est plus sur la spécificité coach. Et là, tu es dans du Renault, Peugeot, Citroën. Voilà. Tu as compris? Chose que, si un coach s'improvise préparateur physique et on lui met sous la main une McLaren, il n'a pas l'habitude de bricoler une McLaren, mon pote. Il ne sait pas changer la courroie de distribution, il ne sait pas faire 2-3 réglages. Donc, il va peut-être faire plus de dégâts qu'autre chose. C'est pour ça que je te dis, on ne s'improvise pas préparateur physique. Yes. Une autre question, est-ce que, en tant que préparateur physique, est-ce que c'est pas mieux d'être affilié à aucune salle de sport? Tu vois, parce que quand tu te retrouves au MMA Factory, tu n'entraînes que les combattants du MMA Factory. Et il y a certains préparateurs physiques qui, je sais, font les tours de salles. Tu vois, ils vont un peu de partout, ils ne sont pas affiliés. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je pense à justement Nicolas Haute, tu vois, Nicolas Haute, depuis qu'il est parti du MMA Factory, je sais qu'on peut le voir au Mamoudi Gym, on peut le voir aussi, il va dans plusieurs salles. Alors, en termes de pour te développer, je parle pas, est-ce que c'est bien ou pas bien? Alors, vraiment. Moi, Voilà. je vais te dire, moi, j'ai été au MMA Factory, mais j'ai jamais entraîné qu'au MMA Factory. J'ai entraîné des mecs du MMA Factory, mais j'ai entraîné aussi des boxeurs ailleurs. En même temps, j'entraînais des nageurs à l'INSEP. En même temps, j'entraînais des lutteurs à l'INSEP. En même temps, j'ai fait l'escrime. En même temps, j'ai fait le football. Donc, Nicolas, c'est pareil. Même quand il était au Factory, il était responsable au Krebs. Donc, il s'occupait du volley, il s'occupait du hockey sur gazon, il s'occupait de tout ça. Donc, se limiter à un truc, tu limites ton développement. Ça, c'est clair, c'est net. Le fait de s'ouvrir à plein d'autres disciplines, t'augmente ton développement. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est oui, surtout pas. Surtout pas s'enfermer dans un truc et se dire c'est bon, je fais ça et je fais que ça et c'est tout. Non, fais ça bien. Vois si ton emploi du temps te le permet. Va voir aussi ce que tu peux faire ailleurs, etc. Ah non. Bien sûr, pour le développement, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Pourquoi moi, à un moment, je suis même parti au Canada? Parce qu'il faut aussi voir. Nous, on sait comment ça marche en France, mais dans d'autres pays, ça marche autrement. Tu vois? Là, je suis parti au Canada, ça marchait autrement. Là, je suis à. Comment ça s'appelle? Je suis dans les pays du Golfe, ça marche autrement. Tu vois? Tu vas aller en Inde, ça marche autrement. Tu vas aller au Japon, ça marche autrement. Tu vois? Tout ça, c'est des choses qui te permettent de t'enrichir en tant que préparateur physique, en tant qu'entraîneur. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de voir un peu ce qu'il y a autour de toi. Il faut s'enlever les œillères et à 360, tu vois. Est-ce que tu penses qu'en France, on est en retard justement sur la préparation physique comparé à d'autres pays tels que les États-Unis? Si tu devais avoir un petit classement, est-ce que déjà c'est possible d'établir un classement dans la préparation physique pour les pays? Alors, en France, est-ce qu'on est en retard? Malheureusement, en France, on va être en retard sur la psychologie. C'est les gens qui sont en retard, en fait, qui veulent volontairement être en retard.
Parce qu'en soi, il y a une pépinière de personnes qui peuvent être super compétents, mais qu'on ne laisse pas se développer à la vitesse à laquelle on doit les laisser se développer. Donc en fait, on est en retard à cause de la France. C'est un peu le système qui veut qu'on soit en retard, tu vois. Sur les infrastructures, sur tout ça, tu vois. États-Unis, il n'y a pas de problème, numéro 1. Mais est-ce que tu sais toutes les thunes qu'ils mettent dans ça? En France, avec les ressources qu'on a, et que l'État, avec ce que l'État donne, etc., on n'est pas trop mal. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tout est une histoire, en fait, de contexte, de ressources. Les États-Unis, numéro 1. Mais gros, est-ce que tu as vu un peu ce qu'on leur met sous la main? En tant que préparateur physique, les mecs, ils ont mais tout. Ils ont tout, ils ont des labos, ils ont tout à disposition. Donc c'est normal. Angleterre, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais la France, je la mets pas loin. Elle n'est pas non plus dégueu. Et je te le dis, en France, il y a une pépinière. Il y a une pépinière de mecs compétents. Il y a une pépinière de mecs qui veulent. Et quand ça va sortir, quand ça commence à péter, ça va être super intéressant. Tu vois. Et je suis sûr que ce retard, il va se rattraper rapidement. Mais moi, je te dis, c'est surtout un retard matériel. C'est surtout un retard, entre guillemets, culturel. Va aux États-Unis, regarde l'engouement qu'il y a pour le sport universitaire. Tu flippes, mon gars. Tu flippes. Les ressources qui sont mises en place pour... Tu flippes. Va voir les compétitions universitaires en France. Tu vas pleurer, tu vas pleurer du sang. Tu vas pleurer du sang, gros. Tu vois. Donc, en retard, ouais. Mais en même temps, tranquille. Ça arrive. Je suis optimiste. Ça arrive. Tu vois. Il y a des salles qui ont commencé à ouvrir. Tu vois, ça nous a changé la donne. Hein. Moi, je te dis, quand j'étais encore en France, il y avait On Air qui avait ouvert. On Air, ils sont venus, ils ont ramené du matos, la folie, tu vois. Ouais, grosse salle. Ouais. Dans une salle de sport, frère, c'était... Waouh. Il y avait quoi dans une salle de sport? Avec des mecs qui faisaient du bodybuilding. Et voilà, tu vois, c'est tout. Puis là, je sais pas si tu as été, mais il y a le Venom Training Camp, là. Ouais, le MMA Factory. Oui, tu vois, donc c'est pareil. Pour ça, les ressources qui sont mises en place, etc. C'est pas mal. Donc ça arrive. Après, c'est sûr, beaucoup moins que dans certains pays. Maintenant, comme je t'ai dit, pour moi, c'est un retard un peu psychologique, tu vois. C'est surtout un retard psychologique plutôt qu'un autre type de retard, tu vois. Ça marche. Toi, est-ce que tu fais du coaching à distance pour des personnes, j'ai envie de dire, non professionnelles, lambda, tu vois? Je fais coaching à distance, j'ai des programmes. J'ai sorti un programme il y a quelques temps qui s'appelle le programme d'écrassage sur 6 semaines. Je propose de dégraisser, de décrasser le corps, de faire un contrôle technique pour toute personne qui le souhaite. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle de ce mot que tu as employé. Je crois que tu es des seuls à dire le contrôle technique. Voilà, contrôle technique, décrassage. Donc, c'est quelque chose que je propose à distance. Je propose aussi du coaching à distance sur d'autres types de programmes comme la prise de force, la prise de puissance. Pour les athlètes professionnels de haut niveau, c'est beaucoup plus compliqué. Vraiment. C'est pour ça que je ne le fais pas. Parce que je n'aime pas faire les choses à moitié. Parce que pour un athlète de haut niveau, ça nécessite trop de facteurs. Il y a des facteurs temporels qui rentrent, il y a des facteurs qui sont, entre guillemets, pour la progression de l'athlète, ça nécessite du matériel comme des capteurs de puissance, comme des capteurs de fréquence, etc. Ça nécessite une présence humaine aussi derrière. Parce qu'en fonction de ce qu'on bosse, voilà, il va falloir être dans certaines zones, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour ce qui est des gens qui pratiquent en loisir et des amateurs, je propose du à distance, bien entendu. C'est des choses qui sont disponibles et qui sont opérationnelles, qui ont prouvé leur comment ça s'appelle, qui ont prouvé leur mince, j'ai perdu le mot. Bref, qui ont prouvé que c'était des programmes qui marchaient bien. Il y a eu que j'ai eu que des retours positifs sur les 2 programmes que je propose. Yes. Moi, je t'ai connu en fait via Medjim Beglagdar.
c'est là vraiment Ouais. que j'ai pu voir les résultats de ton travail. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres avant, des combattants qui sont arrivés à ce niveau-là. Je voulais que tu nous parles un peu de s'il y avait des combattants français qui t'ont impressionné, que tu as coaché ou non, s'il y en a qui t'impressionnent aujourd'hui aussi, et aussi ton actualité. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Deux questions. Alors des athlètes qui m'ont épaté. Un athlète clairement qui te scotche au sol. Moi, quand je suis arrivé, c'était Ngannou. Ouais, parce que Très, 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 très puissant. Mec, c'est une force de la nature. Donc, tu te dis, ce mec-là, il t'en met une, la tête est toi. Tu vois. Donc ce mec m'avait épaté. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'énormément échanger avec lui. Parce qu'il a rapidement parti aux États-Unis, etc. Par contre, celui avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup échanger et partager de très bons moments avec lui, qui est aussi pour moi un mec qui m'a épaté, qui scotche au sol tout le monde d'ailleurs, c'est Cyril Gane. Ce mec, c'est un extraterrestre. Je te le dis direct, c'est un extraterrestre. C'est un ouf. C'est un ouf. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de t'asseoir avec lui. j'ai eu l'occasion d'échanger via une discussion, mais pas m'asseoir avec lui. Ok, ben un jour, tu t'assois avec lui, tu vas voir, c'est un ouf. Juste... Mais dans le sens propre du terme, tu vois. Et en plus, il est archi bon délire. C'est ça ce Ouais, qui fait le charme, etc. Tu vois. Donc, et c'est c'est deux mecs vraiment qui m'ont épaté. En tant que préparateur physique, je suis arrivé. Daguerre. Daguerre, Mavov, le frère de. Ouais, Daguerre, le la frère de sourdienne. Nassour. De toute façon, les deux. Hein. Les deux, c'est des tueurs à gages. Mais Daguerre, en fait, ce qui est épatant, c'est quoi? C'est que pour son poids, je te dis, c'est un mec qui a 70 kilos, hein, à tout casser. Je l'ai vu lutter avec des mecs de gréco-romaine qui faisaient 90 kilos de l'INSEP, des anciens d'équipe de France, des mecs de l'Est. Tu avais l'impression que c'était un papa avec son fils. Un niveau hors norme. En sparring, c'est limite, comment ça s'appelle? Insolent, parce que c'est volontaire. Ça se voit que c'est volontaire qu'il appuie pas les coups, même quand le mec appuie en face de lui. Franchement, je demande à Dieu de leur laisser ça, parce que c'est un niveau, il est fou. Vraiment, les deux frères Imavov, là, laisse tomber. Et Nassau, hein, à suivre de près, mon gars. T'inquiète pas, il arrive en patate, lui. Là, il commence à se roder bien comme il faut, là. Reste connecté. Hein. Ça va être dangereux. Hein. Mais ouais, c'est vraiment des mecs qui m'ont épaté. Alors, j'ai eu l'occasion d'entraîner beaucoup, beaucoup de personnes. Mehdi, c'est entre guillemets celui qui m'a donné le plus de visibilité parce que c'est quelqu'un qui est très, très actif sur les réseaux sociaux. Mais il y en a eu d'autres athlètes qui étaient vraiment pas mal, hein, mais qui malheureusement sont moins sur les réseaux sociaux, donc qui sont moins connus, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, hein, c'est les réseaux qui parlent, tu vois. Mais non, franchement, les principaux, je te dis, c'est Cyril, les frères Imavov, c'est hardcore. C'est choquant. C'est vraiment Yes. choquant bien. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que je deviens? Son actualité. L'actualité. Ouais, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? L'actualité, Sachant c'est que que. je te vois aussi. Dis-moi, sachant que tu me Je vois te où? vois aussi aux côtés d'un certain, à côté maintenant d'un certain combattant qui vient de faire ses débuts à l'UFC Ok. et ouais, et qui va tout péter, je crois. Hein. Je Ah, pense que t'es bien ouais, placé pour nous parler de lui, vu que tu l'as côtoyé, je pense. ouais. Très, 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 Mais très, vas-y, très. dis-nous ce que tu deviens avant, pardon, et ensuite enchaîne Alors, sur mon KF. toujours dans la préparation physique, je suis parti pour faire le camp d'entraînement à Bahreïn. Ils avaient besoin ils m'ont pris en tant que préparateur physique pour l'équipe nationale, donc de MMA. Donc j'ai entraîné l'équipe amateur ici de Bahreïn, qui a fait championne du monde à Abu Dhabi, qui a gagné la Super Cup ensuite ici à Manama, Bahreïn. J'ai entraîné des mecs, donc des professionnels, des combattants professionnels aussi pour le Brave, qui a eu lieu ici à Bahreïn le 13 mars, où il y a un Français qui a combattu. Il y
avait un Français qui a combattu Français-Algérien contre le Libanais. Je me souviens plus du nom. Donc, préparation physique de certains athlètes professionnels qui sont ici. Aussi, préparation physique de Mohamed Mokaev, qui faisait ses débuts à l'UFC il y a quelques temps et qui a fait un sale coup. Grave, sale. Qui a fait un sale coup, tu vois. Donc du coup, pour le moment, pas de retour en France de prévu. On est ici à Bahreïn, on continue à entraîner les mecs ici tranquillement et puis on verra qu'est-ce que le destin nous réservera, tu vois. Pas trop dur le changement de passer de la France à Bahreïn, là où tu es? Alors, le climat qui n'est pas du tout le même, Ouais. mais fort agréable, parce que je suis très très frileux, moi. J'aime pas le froid. La grisaille parisienne, ouais. Voilà. La grisaille parisienne, le soleil. Bon, après, je pense qu'en tant que Marseillais, toi aussi, tu n'es pas quelqu'un qui doit affectionner trop le froid. Mais quand tu n'aimes pas le froid, c'est des climats qui sont pas mal. Pour le moment. Voilà, les jours chauds vont arriver et je pense que ça va vite changer, tu vois. Mais sinon, non, ça va, franchement, tranquille. L'anglais, hein. L'anglais, c'est important, les jeunes. Hein. L'anglais, les gars. On fait passer le message, parce que l'anglais, c'est... Oh. Genre, on est là en cours, on fait les malins, Ouais. on fait des papiers, on se raconte des blagues, mais en vrai de vrai, c'est important, tu vois. Et après, on regrette surtout. Il faut commencer à parler, ça commence à bégayer, c'est pas top, tu vois. Mais du coup, non, franchement, tranquille, tout va bien pour le moment, tout se passe très très bien, et c'est nickel, tu vois. Super. Ben, il me semble qu'on a fait le tour. Ouais, Je vais te poser une dernière question, même si on l'a abordé. Comment tu as vécu, toi, la légalisation du MMA en France? J'imagine que ça a été une bonne nouvelle. Je parle en tant qu'entraîneur, hein, parce que comment tu l'as vécu, toi, en sachant que tu étais justement aux côtés de Fernand Lopez et du MMA Factory à cette époque-là? Comment tu as vécu le avant-après? Bah, on était super heureux. On était super heureux parce qu'on était entre guillemets malheureux pour certains athlètes qui n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Parce que le MMA il n'est pas légal, parce que le mec en même temps il s'entraîne en vie quotidien matin et soir et il doit aller bosser au bureau. Il a une vie qui n'est pas digne d'une vie d'un athlète de haut niveau. Là où, en même temps, quand tu es à l'INSEP, tu vois les lutteurs, tu vois les boxeurs qui sont respectés, ils ont des horaires spéciaux, ils ont des bourses, des tailles, etc. On s'est dit, enfin, l'État français, il commence à ouvrir un peu les yeux sur quelque chose, en fait, où volontairement, il fermait les yeux. Enfin, il arrête d'être têtu. Et il se dit, on va accepter le truc, parce que ça commence à prendre de l'ampleur. Heureux, parce qu'on s'est dit qu'on va pouvoir on s'est dit qu'on allait pouvoir maintenant mettre en valeur ces athlètes à l'international. Et la France, elle a de quoi frimer. Hein. Je ne sais pas si on est tous d'accord, mais il y a eu quand même tête d'affiche UFC, ceinture heavyweight, c'est deux Français de Paris. Hein. Donc, il y a de quoi, tu vois, se la jouer un peu, tu vois. Donc ça, c'était cool pour la France. Ce qui est malheureux, c'est que ça, entre guillemets, ça a mis un peu de temps. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et puis dans l'espoir de voir la fédération de MMA et tout ce qui a trait à MMA évoluer encore plus, devenir encore plus grand, sachant que ça prend une ampleur, ça prend une super grande ampleur. Hein. Tous les jeunes, ils veulent faire du MMA. Tout le monde. Tout le monde parle, tout le monde ne parle que d'MMA. Donc au final, ils étaient en train de refouler quelque chose que, tu vois, ça allait arriver dans tous les cas. Donc franchement, c'était une bête de nouvelles, sachant qu'en plus, on était aux premières loges. Tu vois, on était super contents, on était super heureux et ça nous a fait souffler, tu vois. C'est un peu, tu vois, entre guillemets, c'était un peu la MMA, c'est un peu le vilain petit canard des sports en France, tu vois. Arrête, mais tu fais des MMA, ouais, mais c'est pas du sport. Moi, ça m'est déjà arrivé de me prendre la tête avec des profs de l'INSEP, tu vois. Ah, mais spécialité MMA, mais c'est quoi ce sport? Bah, ouais, mais c'est du sport. C'est un sport qui est même beaucoup plus compliqué que certains autres sports. Je ne vais pas mettre certains sports à dos, je ne vais rien dire, mais voilà. Quoi. Donc, je suis d'accord avec toi. C'était cool, c'était vraiment cool. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. On arrive du coup à la fin de l'interview. En fin d'interview, chez After Fight, il y a le 5. C'est un petit questionnaire de 5 questions. Il n'y a pas de souci, je t'écoute. Allez. À l'UFC 270,
Du coup, je te mets dans la sauce. T'étais team Francis Ngannou ou team Cyril Gane? Ah, Cyril Gane, mon gars. Yes. Mais épaté en bien Ouais, vas-y, tu peux nous dire un de petit mot la. dessus. Mais épaté de la prestation d'Ngannou, qui était super respectable quand même. Et les deux, ils ont fait un super fight. Tu t'attendais à une prestation de Ngannou comme ça au point de Personne vue s'attendait. de. Ouais, Personne personne s'attendait. même. Ouais. C'est des menteurs. Ceux qui disent qu'ils s'attendaient à ça, c'est des Ouais, menteurs. Personne s'attendait. ça marche. À la salle, tu préconises plutôt du vélo ou du rameur? Oui, 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 oui. Là, tu me prends par les sentiments. Là. Tu me prends par les sentiments. Alors, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Mais en tant que tortionnaire, je préconise le rameur. Yes. iPhone ou Samsung? iPhone, mon gars. La pomme, on a croqué. Fini. C'est fini. Allez, nutrition, pâtes ou riz? Je préfère le riz. Mais les pâtes au pesto, c'est Champ-Max. Hein. J'ai du respect de fou pour les pâtes au pesto. Et ton repas préféré? Mon repas préféré, mon Ouais, gars, là. on veut savoir, on veut savoir. Alors écoute bien. Depuis que je suis arrivé dans le Middle East, là, mon repas préféré, ici, ça s'appelle du grill. C'est des brochettes façon Adana avec de la dinde, du bœuf et tout, là, mariné et tout. La folie furieuse. Ah ouais, Je suis comme un ouf. j'imagine. Je passe ma vie à manger ça. Donc pour le moment, je suis dans le mood grill. Donc grill, mon gars. Yes. Kozak, Mais je te remercie. mais un bon burger, ça passe bien aussi. Kozak, je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps. Il n'y a pas de souci. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Franchement, très très Et intéressant. j'ai pas vu le temps passer non plus. Eh ben, super. Tu es le deuxième préparateur physique qu'on reçoit sur After Fight. Donc, Avec vraiment, c'était un honneur pour moi de t'avoir. Vraiment, je pouvais pas t'inviter et rêver mieux. Donc, Je te merci remercie, beaucoup. je te remercie pour cette invitation et je te souhaite le meilleur. Et on reste Bah, connecté de toute façon. ouais, c'est clair. Si tu as un message à faire passer aux auditeurs, un petit message du Bahreïn, on Alors, t'écoute. un message à faire passer aux auditeurs en tant que préparateur physique, je vais vous donner un secret. Le secret de l'entraînement, c'est la constance. La constance. Si vous êtes constant, vous réussirez dans votre vie. Ah, c'est pas on s'entraîne 2 mois, on arrête 4 mois, on reprend une semaine, on arrête 2 semaines. Non. On est constant. Même si vous faites un tout petit truc tout le temps, c'est mieux que de rien faire et de faire un gros truc à un moment. Soyez constant et vous réussirez. Merci. Pas de soucis, mon gars, je te remercie. Prends soin de toi et force. Allez, ciao.